Bonjour Samuel. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien en quelques mots vous présenter? Pardonnez-moi, tout le monde vous connaît, mais c'est juste qu'on connaisse un petit peu le cheminement de votre carrière, comment vous en êtes arrivé au cinéma, et finalement qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, qu'est-ce qui vous passionne? Moi, c'est assez étonnant comme cheminement. J'ai rencontré le cinéma, le théâtre assez tard. Je voulais être peintre au départ, donc je cherchais à faire les beaux-arts par tous les moyens. En tout cas, je voulais être un artiste. Je cherchais à faire les beaux-arts par tous les moyens, puis j'y arrivais pas parce qu'à chaque fois, ils changeaient les règles d'entrée. Après, il fallait avoir 18 ans, après, il fallait avoir son bac. Et j'ai rencontré une bande de dingues qui faisait du théâtre et j'ai trouvé ça génial, je les ai suivis. Et là, je suis passé par plein de choses, c'est-à-dire que j'ai d'abord joué dans la rue. Vous aviez déjà rencontré ce fameux prof ou pas encore? Qui vous a... À l'école? Ouais, oui, mais vous avez toujours des profs qui vous ouvrent l'esprit. Il y a eu ce prof de français, mais il y a eu Bien aussi sûr. un prof d'histoire géo, il y en a plusieurs qui tout d'un coup, qui vous donnent confiance en vous et qui vous donnent l'envie d'être curieux, l'envie de connaître. Vous avez des profs qui déclenchent des choses et ça, je crois que c'est le rêve d'un professeur, de communiquer, d'ouvrir des portes chez un enfant, de lui permettre d'avoir envie de culture, de développer sa curiosité dans la lecture, l'envie d'apprendre. Au fond de le révéler. Ouais, mais voilà, je pense que c'était aussi des profs qui sortaient un peu du cadre scolaire, qui devaient être passionnés par leur métier et qui aimaient les élèves, quoi, qui aimaient cette jeunesse et qui avaient envie de lui donner des clés. Vous parliez d'un groupe d'amis, là, c'est pendant les cours Florent ou c'est bien avant, bien après? C'est au moment des cours Florent, ils étaient au cours Florent, je savais pas du cours Florent, mais moi après je suis allé jouer dans la rue, j'ai même fait du mime, j'ai craché le feu, et après je suis revenu, j'ai passé le concours de la rue Blanche, je suis rentré à la rue Blanche, alors c'était cool parce que c'était gratuit, comme j'étais toujours fauché, j'avais d'argent, il fallait toujours trouver des petits boulots, et là pour le coup j'avais une bourse d'études, parce que mes parents n'avaient pas de moyens, et comme c'était une école d'État, il y a un concours qui était assez difficile, mais le fait d'avoir joué dans la rue m'avait donné beaucoup de confiance en moi, et donc en réussissant ce concours, ben voilà, tout d'un coup j'avais une bourse, j'avais un petit boulot de barman à côté, mais je commençais à me structurer. Ensuite j'ai passé le conservatoire de la même façon. Et puis du conservatoire, ensuite je suis rentré à la Comédie Française. Alors c'est assez drôle quand on y pense, quoi, de ce gamin qui joue dans la rue et qui se retrouve à la Comédie Française à jouer les grands textes classiques. Et c'était une période vraiment riche où j'étais fier de ce parcours en me disant ça a du sens, c'est-à-dire que quand vous démarrez même vis-à-vis de vos parents, vous dites je vais faire du théâtre, je vais dans la rue, ils ne croient pas forcément en vos capacités, mais quand vous rentrez à la Comédie Française, là, il commence à se dire que c'est un peu sérieux. Donc voilà, je commençais à avoir des preuves de compétences. Vous y avez passé 4 ans. Ouais. Et puis, en fait, vous avez été observé... C'est là que j'ai commencé à faire du cinéma. Voilà, vous avez été observé en fait par des réalisateurs comme Régis Varnier, Bertrand Tavernier, Alain Corneau, Tony Marshall, qui ont vraiment, qui vous ont révélé et propulsé clairement. Hein. Ouais. Ça démarre là, hein, on est bien d'accord. Oui. Ensuite, racontez-nous un petit peu comment l'ascension s'est déroulée. Ça a été assez vite finalement. Hein. Ouais, tout en étant... Alors moi j'arrive un peu tard parce que j'ai déjà 28, 29 ans et il y avait plein d'amis qui ont commencé à faire du cinéma, ils avaient 20 ans. Et moi, je faisais plutôt du théâtre. Et tout d'un coup, là, un cinéma qui arrive et on me propose beaucoup de choses, ça va très vite. Et il y a ce rôle dans le Pacte des loups qui d'un coup explose le box-office. Et donc là, on peut parler d'accélération, même un peu excessive. C'est-à-dire, moi, j'aimais bien ce moment où j'étais connu, mais pas trop. J'avais un bon lien avec les réalisateurs, donc c'était pour des raisons artistiques qu'on travaillait ensemble. Et le problème du succès, c'est que ça vous donne une valeur marchande. Et là, vous avez une valeur marchande, comme les gens vous payent cher, parce que votre agent vous vend cher, et du coup, on attend de vous du succès. Alors que vous êtes une sorte d'obligation de résultat en quelque sorte. Quoi. Ouais, mais ce que vous voulez, c'est avoir des rencontres artistiques. Ce que vous voulez, c'est avoir des personnages qui vous enrichissent, qui vous apprennent des choses, vous rencontrez des réalisateurs qui à leur tour vous apprennent des choses. C'est cette relation artistique que j'ai pas eu le temps de mettre en place, que j'avais envie,
que j'aimais beaucoup les films d'auteur, j'aimais beaucoup et cette liberté que j'avais, qui était en fait un luxe, quoi. C'est le luxe absolu. C'est quand vous travaillez, vous êtes heureux, vous vivez de votre métier et vous rencontrez les gens que vous avez toujours admirés et là, tout d'un coup, vous travaillez avec eux. Et en plus de ça, vous continuez d'apprendre. Vous continuez de vous enrichir. Et vous êtes reconnu par votre métier, les gens, par vos pairs. Donc c'est très gratifiant. Et en même temps, j'étais pas trop connu du public. Donc ce qui fait que je pouvais passer un peu n'importe où. Et ça, c'était le moment le plus heureux. Et après, avec le trop plein, je dirais, de succès du Parc des Loups, tout est devenu très compliqué à gérer. Et c'était moins drôle pour moi. Oui, vous l'avez peut-être appréhendé de manière un petit peu différente, et le plaisir n'était pas, le curseur n'était pas au même niveau. De toute façon, non, mais on fait tous des erreurs. J'ai peut-être pas choisi les bons films. Enfin, on ne saura pas. De toute façon, ce métier est fait de haut et de bas. Là, quand même, une chose importante, c'est quand vous êtes en bas, c'est de ne pas devenir aigri et de reconnaître quand même, ça va reconnaître tout ce qu'il y a de bien dans votre vie. Et il y a plein de choses bien. Le succès n'est pas une réponse en soi. Vous n'avez pas plus de valeur parce que vous avez du succès. Vous avez plus de valeur parce que vous êtes un homme bien, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes authentique, vous êtes honnête et vous faites front. Et le succès est un menteur parce que ça laisse penser que vous êtes un mec bien, mais en fait on n'en sait rien. Donc le succès c'est à part, vous êtes là au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes et voilà, et ça va marcher. Et de temps en temps, ça fait du bien parce que ça vous permet de faire d'autres choses. Par exemple, le succès d'Alex Hugo, c'est génial parce que d'abord, ça m'a reconnecté avec le public. On est sur un personnage qui partage mes valeurs et ce succès me permet de faire d'autres propositions en télé et même des propositions risquées, audacieuses comme là, Tu ne tueras point, où je fais un avocat avec une plaidoirie d'1 quart d'heure. Voilà, on peut se permettre des choses, proposer des choses. Alors, j'essaie de qualité parce que je ne veux pas trahir le public, je ne veux pas le décevoir. Il me fait confiance sur Alex Hugo, donc si je propose d'autres choses, il faut que ce soit du même niveau. Et en même temps, sortir de ma zone de confort pour aller prendre des risques artistiques. Tout en sachant qu'on ne pourra jamais vous appeler Samuel le Brigand, pour le coup. Ah bien vu, ouais. ouais, je remercie, ouais. Effectivement, j'essaye de... je peux jouer des brigands, je veux bien jouer des brigands. Mais vous ne l'êtes pas. Mais en tout cas, par la pensée, par mes actes, j'essaye d'être raccord avec mes valeurs. Est-ce que vous attachez un intérêt particulier, en fait, et est-ce que vous considérez que la musique est un véritable acteur dans un film ? Moi, je crois que la musique et le cinéma, c'est un mariage d'amour. Depuis le début, dès lors qu'on a commencé à mettre des images, ils se sont dit, mais il faut faire quelque chose, et ils ont mis un piano. La musique vient sublimer les émotions, vient donner les intentions, emmène le spectateur par la main pour l'amener à des intentions que voulait raconter le réalisateur, mais avec la douceur, avec un accompagnement émotionnel. Et donc c'est indispensable. En fait, les réalisateurs qui prennent soin de la musique prennent soin des spectateurs. Pour moi, c'est extrêmement important, extrêmement essentiel. Merci Samuel. Pour parler d'un registre plus personnel, mais vous êtes un personnage entier, généreux, vous en faites la démonstration dans votre présentation. Vous êtes derrière une association qui s'appelle Hearthwake. On sort un peu du cadre du cinéma. Dans votre vie privée, en fait, vous êtes papa d'un enfant autiste. Et forcément, ça a repositionné un petit peu votre curseur de vie, on est bien d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, de cette association Hearthwake qu'on pourrait peut-être traduire en français par le réveil de la Terre, c'est ça ou Oui, alors il y a deux choses. J'ai deux combats, c'est vraiment le handicap sur l'autisme. Donc, là, on a monté une plateforme qui s'appelle l'Autisme Info Service avec un autre papa qui s'appelle Florent Chapelle. Et là, c'est devenu un service très puissant puisque on a aidé 40 000 personnes en quelques années. Et du coup, l'État l'a reprise, c'est devenu un service public parce qu'on a prouvé qu'il y avait une nécessité. Donc ça continue, c'est une belle aventure. Et là, c'était sur le handicap. Et j'avais une autre préoccupation, c'est l'environnement, et particulièrement les déchets plastiques.
Et là, j'ai monté une association où l'idée, c'est de développer des équipements pour recycler le déchet plastique à plusieurs niveaux. Au niveau, pas justement échapper à l'usine de recyclage, mais que ce soit, qu'on puisse le faire à un niveau quasi artisanal. Et c'est principalement, l'idée, c'était dans les pays émergents, où il n'y a pas de ramassage d'ordures, mais vous allez au fin fond de l'Afrique ou en Amérique du Sud, dans des petits villages, et ils sont noyés dans les déchets plastiques. Et donc, comment leur permettre de gérer ce déchet? Et en fait, l'idée, c'est de donner de la valeur à ce déchet. Comme ça stimulera le ramassage. Donc, plutôt que d'en faire un déchet, le transformer en ressource. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc, on envoie des équipements dans des lieux un peu isolés et un peu symboliques aujourd'hui. On a envoyé des équipements en bas de l'Everest, parce qu'il faut savoir que tous les alpinistes qui montent chaque année en haut de l'Everest laissent des déchets, j'imagine. Laissent énormément de déchets, ils ne repartent pas avec. Et donc il y a un vrai souci de pollution là-bas. Et puis ensuite, on a développé la technologie, on a déposé des brevets, et on est devenu une société. Donc il y a toujours le véhicule associatif qui existe, qui est toujours là, et il y a une société qui développe des équipements beaucoup plus techno et plus ambitieux, avec vraiment une ambition de développement économique, puisque ce sont des équipements qui transforment le déchet plastique en énergie. Là, c'est une boîte avec des levées de fonds, des investisseurs et des perspectives de vente, quoi. Donc je suis sur les deux volets associatifs, où là on envoie du matériel plutôt mécanique, avec du recyclage mécanique, et en Earthwork Entreprise, là c'est plutôt ce qu'on appelle du recyclage chimique, c'est-à-dire qu'on retransforme le déchet plastique en énergie ou un produit qui permettra de refaire du plastique neuf. Bon, c'est un peu technique, mais moi j'aime bien tout ce qui est technique. J'ai plus un état d'esprit ingénieur en fait que littéraire. Je crois que j'ai fait comédien par défi, parce que j'étais un peu timide quand j'étais jeune, donc je me disais peut-être j'allais faire ce que je n'osais pas. Et c'est pour ça que commençant en jouant dans la rue, c'était vraiment un défi extrêmement personnel, quoi, d'aller faire ce que je n'étais pas capable de faire. Et puis je me rends compte, ça m'a ouvert, ça m'a transformé, je garde quand même, mais on grandit tous avec nos blessures, nos peurs, donc cette timidité, je commence à voir un peu d'où elle vient. C'est des petits trucs enfance où on est un petit peu blessé, où on crée marqué, on a quelques frayeurs, mais en tout cas ce métier d'artiste m'a appris à vivre avec, à les gérer, à les appréhender, et ça c'est intéressant, à se poser des questions, à se remettre en question. C'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est vraiment se remettre en question. Et je reviens à cette passion du côté un peu ingénieur, inventeur, personne qui aime la techno, qui est curieux des inventions, des réactions chimiques. Et donc, avec cette aventure, Earthwork, qui est devenue une entreprise, et là, il y a 15 personnes qui travaillent là-bas en permanence, et puis des fois, on est une trentaine avec les intérims qu'on emploie, parce qu'on fabrique du matériel, on a des équipements assez audacieux, assez techno, quoi. Et on fait ça du côté d'Avignon. Excellent, excellent. Alors pour revenir à l'actualité, tout à l'heure vous évoquiez quelque chose de très important dans le milieu du cinéma, c'est que par moment on peut être up et on peut être aussi down, mais il faut toujours rester courageux, malgré le fait que souvent, dans la prise de décision, on est souvent seul. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'actualité? Vous venez de tourner dans un film qui, je crois, s'appelle Seul, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors juste qu'on rappelle un petit peu, c'est vous prenez un peu l'identité d'Yves Parlier, le navigateur. Et donc, évidemment, un navigateur, c'est un homme seul. Et là, vous allez développer ce qui s'est passé. Oui, c'est une histoire qui est arrivée en l'an 2000. Yves Parlier fait le vent des globes et il va casser son mât en 3. Et il refuse d'abandonner et il va réparer son mât seul dans les conditions autorisées par le règlement de la course, c'est-à-dire ne pas mettre le pied au sol, ne pas être aidé, ne recevoir aucun équipement de l'extérieur. Donc il va faire avec ce qu'il a dans son bateau. Et donc il va falloir qu'il crée une colle, qu'il invente un four,
et qu'il le coupe au centième de millimètre quasiment son mât pour que les pièces puissent s'emboîter. Donc il va recouper son mât, il va faire des pièces qui s'emboîtent avec des touches de colle. Il va faire un travail mais titanesque, parce que il faut comprendre que son mât, il a fallu 4 hommes et une grue pour l'installer. Et lui, il va le défaire, le rechanger, le remonter. Et aujourd'hui, on se demande comment il a fait. Et quand on lui pose la question, il dit « je ne sais pas ». Mais c'était un niveau de souffrance mais complètement extrême. Il ne dormait plus parce qu'il voulait gagner du temps. Il faut savoir qu'il arrivait avant-dernier. Il n'avait plus rien à manger. Il crevait de faim après parce qu'il a poursuivi la course, mais il avait mangé toutes ses réserves. Mais il ne voulait pas lâcher, il refusait d'abandonner. Et il allait au bout. Il est allé au bout de sa course. Donc au bout de son engagement, de sa fierté. Donc c'est un film qui n'est pas un film sur la voile, c'est un film sur le courage, sur le dépassement de soi, sur des hommes qui deviennent des surhommes, mais qui sont des hommes comme tout le monde. Mais dans des conditions extrêmes, ils se révèlent être des hommes qui sont capables de résister à l'extrême. Et ça, pour nous, c'est extrêmement inspirant. Ce courage nous donne envie à notre tour de nous dépasser. Donc ce personnage, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il donne envie, quoi. Il donne envie d'aller plus loin. Il donne du courage. Tu m'entends? T'es blessé? J'ai dématé. Je suis à bord, tout va bien. On est avec toi, Yves. On vient te chercher. J'ai pas besoin d'assistance. J'ai pas fini ma course, je continue. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce que vous avez voulu dire à travers ce film, en fait? Oh, ce que j'ai voulu dire, c'est un espèce de fantasme. Hein. Moi, j'aimerais bien être aussi courageux que lui. Mais en vérité, je suis incapable de résister à la difficulté. L'adversité. Ouais, l'adversité qu'il a affrontée. C'est complètement fou. Mais je trouve que ça donne un guide, ça donne une voix. On a envie de ça. L'honnêteté, c'est ce qui révèle un homme. Olivier de Kersauzon disait ça dans une interview, j'ai vu, c'était assez beau, je trouvais. Il disait, c'est tellement facile de mentir, de tricher, de combiner, d'arranger. Il dit, non, le courage, c'est la vérité. C'est être là, nu, en face de la situation et de l'affronter avec ses sans propres biaiser, moyens. quoi, avec ce qu'on a. Et on sait qu'on sera perdant, mais on va l'affronter quand même. Parce qu'on a un homme, qu'on est courageux, et c'est là qu'on se révèle. Et c'est là qu'on est intéressant. Trichoter, c'est à la portée de tout le monde. Être courageux, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, c'est une espèce d'idéal que j'aimerais. Je trouve le courage, c'est une valeur. L'humilité, c'est une valeur. Mais bon, je suis dans un métier où il ne faut pas être trop humble. Est-ce que d'une manière générale, en fait, ce film vous a quand même, entre guillemets, bonifié à titre personnel? Cette expérience, ce personnage? Il y a celui-là, mais Alex Hugo aussi, c'est un personnage qui me fait beaucoup de bien, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et là, maintenant, j'ai une espèce de ligne de conduite, ce que je disais. Chaque fois que je fais quelque chose, je réfléchis beaucoup à ce que... Vous savez, c'est comme si j'invitais les gens pas à dîner, mais c'est comme si j'organisais un peu une soirée, et j'ai envie que cette soirée elle soit réussie. Donc, je fais attention à ce que je donne aux gens, de façon à ce qu'ils soient contents de la soirée. Voilà. Donc, c'est ma préoccupation, c'est ne pas trahir le public, ne pas le décevoir, l'amener sur des choses plus audacieuses, peut-être plus difficiles, mais toujours exigeantes, finies, bien faites, travaillées, où on sent quand même qu'on n'a pas fait les choses à la légère. C'est quand même très important. Merci pour ce message, Samuel. On a une tradition à la radio du cinéma. On demande à nos invités, pour nos auditeurs, de nous citer, dans un premier temps, en fait, votre musique de film préférée. Est-ce que vous pouvez nous citer une musique ou un compositeur que vous affectionnez particulièrement? Moi, j'ai grandi avec Ennio Morricone. Ouais. Et il y a toujours cette musique dans Il était une fois en Amérique que je trouve d'une émotion insensée, quoi. C'est quand on voit le regard de De Niro qui a vieilli, on le voit partir jeune, parce qu'avec sa bande, ils vont se faire arrêter, ils doivent partir. Et il y a cette musique d'Ennio Morricone où on le voit jeune, et après, sur le miroir d'une vitre,
son reflet dans une vitre, on comprend que c'est des années après, puisqu'on le revoit, il est vieux. Et cette musique vous donne une densité, parce qu'il y a tout son passé, toute la mémoire, toutes ces histoires vécues qui vous reviennent, comme votre propre histoire. Donc, Je vais vous demander également votre film préféré. Sur les quais, avec Marlon Brando. Mais je crois que c'est Marlon Brando aussi. Mais c'est Elia Kazan, c'est un film d'Elia Kazan sur les quais. Et pourtant, c'est assez troublant, parce que il a héroïsé quelqu'un qui va dénoncer. C'est-à-dire c'est un boxeur qui met fin à sa carrière parce qu'il va trahir son clan, puisqu'il va parler, il va dénoncer la mafia qui réside sur the waterfront. les quais sont des dockers, dans le milieu des dockers. Et en fait, c'est le courage du délateur. Alors ça, je l'ai compris plus tard, parce qu'Elia Kazan a dénoncé ses copains sous le macartisme. He wanted my philosophy of life. Do it to him before he does it to you. Mais c'est Marlon Brando, dans ce qui m'a fasciné. J'étais jeune acteur et je le voyais jouer. Et c'est un modèle d'inspiration sur la façon dont à la fois il joue de l'image, où il joue une certaine séduction, une sensualité à l'image, et en même temps un naturel extrêmement puissant. Donc moi, c'était un film Qui vous a marqué. Ouais, qui m'a marqué pour ça. Et Samuel, pour terminer, une réplique qui résonne en vous continuellement. Ouais, c'est pas une... il y a toujours... il y a la réplique de Niro dans You Talking to Me. You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Taxi Drive, quand il vient provoquer le proxénète, You talking to me? Et il joue une situation où on viendrait le provoquer dans la rue, et lui, il aurait le dessus tout de suite pour face à son adversaire. Et donc, c'est le fait d'être devant ce miroir, You talking to me? Ça, c'est une phrase mythique, mais c'est aussi un moment qu'on a tous vécu, où on est devant son miroir et on joue un personnage, où on imagine une situation qui est complètement délirante, et tout d'un coup, on devient le personnage principal du film qu'on a imaginé. La radio du cinéma. Écoutez la radio du cinéma, parce que ça vous parle de la vie, ça vous parle de vous, ça vous parle de l'amour qu'on partage tous, des situations qu'on a vécues, qu'on vivra. Le cinéma, c'est un véhicule d'émotions. Et pourquoi on revient des émotions? Parce que c'est le lien avec notre subconscient. On vit des émotions tous les jours, mais on n'a pas le temps de les... Voilà, le cinéma nous permet de revivre des émotions qu'on a aimées vivre, mais qu'on ne peut pas. Et là, on le fait de façon un peu artificielle, en fait. Ça fonctionne, parce qu'on se sent bien, on se sent mieux. Donc écoutez la radio du cinéma, vous vous sentirez mieux.